Allô? Allô? Euh, je sais que vous m'entendez, mais moi, je ne vous entends pas. Je vais juste faire une vérification de ma sono pour voir si mon haut-parleur il marche ou pas, parce que j'ai l'impression qu'il a un problème. Dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît, parce que moi, je n'entends rien du tout. Je n'entends pas l'écho de ma voix, donc je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. OK. Donc, donc, vous m'entendez. Par contre, moi, je n'ai pas du tout, je ne vous entends pas. Essayez l'un de vous de parler, s'il vous plaît, pour voir si je vous entends ou pas. Justine, tu peux dire une phrase pour voir si je t'entends ou pas. Oui, Je n'entends rien. Donc, tu as parlé, Justine, pour vérifier si je t'entends ou pas. oui, j'ai parlé. A priori, je ne vous entends pas. Ah, Tu peux parler, tu dis quelque chose, tu dis bonjour, Justine, pour vérifier mon micro. A priori, tu m'as parlé et je ne bonjour. t'entends pas. Bon, je te remercie pour ce test. Et donc, on va essayer de continuer en sachant que je ne vous entends pas. Ça vient de moi, ça ne vient pas de vous. Je vérifie encore une tentative. Allô? Donc, a priori, ma sono ne marche pas. Tant pis. Écoutez, on va continuer malgré tout. Donc, je suis à vous dans quelques instants.
OK. Je continue malgré ce problème de son de ma part et je vous demande, s'il vous plaît, de me rappeler dans le document que je vais partager avec vous, là, c'est ce document-là. Alors, quel est l'exercice qu'on a fait et celui qu'on n'a pas terminé? Est-ce qu'on a fait cet exercice-là? Élasticité et courbe d'Engel, s'il vous plaît. Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce que quelqu'un peut me répondre si on a fait l'exercice sur les courbes d'Engel? Alors, répondez-moi parce que sinon, on ne peut pas avancer, s'il vous plaît. OK. Donc, Théo dit qu'on ne l'a pas fait. Je vais donc le reprendre. Et vous me dites si en avançant, vous vous rappelez, vous vous rendez compte qu'on l'a fait, vous me faites gagner du temps. Alors, voilà, si vous voulez, cet exercice sur les courbes d'Engel. Celui-là, n'est-ce pas? Alors, vous suivez, s'il vous plaît. On vous demande de calculer, de tracer les courbes d'Engel qui correspondent à ces fonctions. Et donc, pour cela, on doit calculer, si vous voulez, on vous demande de... Ah, quelqu'un me dit qu'on l'a déjà fait. Donc, je vais le dépasser. Allô? Donc, quelqu'un me dit qu'on l'a déjà fait. Merci beaucoup, Justine. Merci beaucoup, Justine. Je vais passer donc à l'exercice suivant, qui est l'exercice sur l'effet de substitution et de revenu. Dites-moi si on l'a fait ou pas, celui-là. Justine, par exemple. Est-ce que quelqu'un peut me dire si l'exercice suivant sur l'effet de substitution et de revenu, est-ce qu'on l'a déjà fait? A priori, personne ne réagit. Ah, quelqu'un me dit, Thomas me dit qu'on était à la question 3, mais on ne l'avait pas fini. Merci pour vous deux. Merci pour Thomas et pour Mélie. Écoutez, je vais reprendre cet exercice. D'accord? Alors, vous dites qu'on s'est arrêté à la question 3. Je vais quand même résumer ce qu'on a fait dans les questions 1 et 2. Donc, vous suivez, s'il vous plaît. Et dommage pour le son, je n'ai pas de retour de votre part.
Donc, dans une première question, on a calculé les fonctions de demande, n'est-ce pas? Et on a trouvé ce qui est devant vous, là, c'est des fonctions de demande. Les voilà, les deux fonctions de demande. Je vais les surligner. Je vais brancher un stylet pour pouvoir écrire sur le document. Donc, voilà, si vous voulez, voilà, on a trouvé une première fonction de demande, c'est celle-là, celle de x, et la fonction de demande de y. Ce sont deux fonctions de demande tout à fait ordinaires, n'est-ce pas? Et dans l'application numérique de la première question, on a remplacé le revenu ici par 10, le prix du bien X et de Y par leurs valeurs qui sont toutes les deux égales à 1. Et on a finalement trouvé que la demande de X1 est égale à 20 tiers, celle de Y2 est égale à la moitié, 10 tiers, et l'utilité était égale à ceci. Puisque c'est la définition de l'utilité, comme vous le voyez ici, l'utilité c'est x2 fois y, donc 20 tiers au carré, c'est x2, donc, et fois y, c'est 10 tiers qui vient de là. Donc, la deuxième question, je vais passer à la deuxième question, mais je ne fais qu'un rappel, puisque vous m'avez dit que vous avez fait cette question-là. Donc, la question 2, calculer la consommation qui maximise la satisfaction lorsque le prix du bien Y, pardon, double, devient égal à 2, c'est-à-dire ici, eh bien, il suffit de reprendre ces deux fonctions de demande et de remplacer pour Y le P par non pas 1, mais 2. Ça nous donnera donc rien ne change pour X2, il reste 20 tiers. Pour Y2, c'est-à-dire Y à la deuxième hypothèse, au lieu de 10 tiers, il va être égal à 5 tiers, c'est-à-dire il va être divisé par 2 parce que le prix a été multiplié par 2 et l'utilité change en conséquence. Elle devient la moitié de ce qu'elle était dans la question 1. L'indice 1 il indique ici la question 1 et l'indice 2 indique la question 2 lorsque le prix devient égal à 2. Donc, je continue. Troisième question. Quel revenu aurait-il fallu pour obtenir, lorsque le prix est égal à 2, la même satisfaction que lorsque le prix était égal à 1? Eh bien, ça, on va le faire. Alors, on va le faire. D'abord, je vais me sortir de ce... Je vais remonter un petit peu.
Donc, je remonte. Donc, dans la question 3, voilà. Quel revenu aurait-il fallu pour obtenir, lorsque P est égal à 2, la même satisfaction que lorsque P, Y est égal à 1? Eh bien, même si on a avancé dans cette question, je vous rappelle que on a ici, donc, voilà, je reprends l'utilité. L'utilité dans la question 3, c'est celle-là. Lorsque R', le R', c'est le revenu, quel revenu aurait-il fallu? C'est ce revenu-là inconnu qu'on cherche, qu'on va appeler R'. C'est celui-là, R'. Ce R'-là, on le met ici comme inconnu. Px, on le connaît. Py', on connaît. Py', c'est-à-dire le prix 2, le nouveau prix. Eh bien, c'est égal à, il doit être égal, cette utilité doit être égale à la première utilité, non pas U2, mais U1. C'est-à-dire U1 avec l'ancien revenu égal à 10 et P1 et P2, Px et Py égale 1 tous les deux. Eh bien, le calcul se fait de la manière suivante. Ça, c'est, si vous voulez, l'utilité nouvelle, c'est 2 avec le nouveau revenu, bien sûr, inconnu, R', celui qu'on cherche, c'est 2 fois R' divisé par 3 Px, ça c'est la valeur de X. On l'élève au carré, devient X2, et on le multiplie par Y, qui est égal à le R' que l'on cherche, l'inconnu, divisé par 3 fois le prix nouveau, n'est-ce pas? Le prix nouveau qui est égal à 2. Ben, tout ceci doit être égal à X l'ancien au carré, c'est ce que j'écris ici, fois R divisé par 3PY. Eh bien, tout ce raisonnement-là, je vais effacer tout ça pour ne pas encombrer la page. Voilà, je reviens à mon stylo. Voilà, donc il faut que, quand on écrit cette équation, regardez, cette équation-là, elle se simplifie de la manière suivante. Vous avez 2 et 2 qui se simplifient. Simplifie par 2 là et là. On simplifie par 3px au carré. Vous les voyez ici. 3px au carré, ils disparaissent. Et il reste donc R' au carré fois R', ça fait R' au cube. R' au cube, n'est-ce pas? Divisé par Py' qui est ici, puisque le 3, il se simplifie aussi, puisqu'il se trouve dans les deux. Donc, fois Py'. Donc, ceci doit être égal à
Donc, R' fois divisé par PY', pardon. Voilà, R' divisé par PY'. Donc, c'est ça. R' au cube fois divisé par PY' égale à R au cube, c'est-à-dire celui-là. R2 fois R, ça fait R au cube, divisé par PY, qui est celui-là. C'est une division ici, divisé par PY. Donc, je n'ai qu'à multiplier par P'Y, eh bien, ça implique que cette relation-là, que R' au cube est égal à P' à R au cube fois P'. Donc, ceci fois P' Y sur PY. Voilà donc cette relation-là qui nous indique à quoi est égal le revenu qu'il aurait fallu avoir pour avoir la même utilité qu'à l'étape 1, qu'à la question 1. Et donc, l'application numérique de tout ceci fait que il faut que R' soit égal à 2 à la puissance 1 tiers fois R. C'est égal à 10 fois 2 à la puissance 1 tiers. Alors, pourquoi cette relation-là? C'est parce que, tout simplement, R' au cube est égal à R au cube. Ça veut dire que on passe toute cette relation par racine 1 tiers. Et donc, P'Y sur PY, c'est égal à 1 demi. Donc, tout ceci, c'est égal à 2, pardon. Tout ceci, c'est égal à 2. Pourquoi? Parce que P' est égal à 2 et P'Y est égal à 2 et PY est égal à 1. Donc, tout ceci est égal à 2. Donc, si on passe à la racine troisième, eh bien, on passe 2 à la racine troisième, c'est-à-dire 2 à la puissance 1 tiers. OK? Donc, 2 à la puissance 1 tiers fois R. Ça nous donne 10 fois 2 à la puissance 1 tiers, qui est, là, on n'a pas besoin de la calculer, hein. Ça veut dire que X et Y, dans cette situation hypothétique 3, eh bien, X3 sera égal à 20 fois X sur 3. Donc, c'est R, si vous voulez, 2 fois R sur 3, ou 2 tiers de R. Et là, c'est un demi de la même quantité. Donc, voilà les valeurs de X et de Y dans cette situation hypothétique. Alors, je vais essayer de vous poser la question si vous avez compris. Si vous avez compris ce calcul avant de faire son interprétation, parce que je pense que je l'ai déjà expliqué la dernière fois. Donc, je vais attendre votre chat pour me dire qu'est-ce que je dois réexpliquer dans ce que je viens de montrer et si vous l'avez compris. Et voilà. Alors, c'est dommage, je ne vous entends pas, je suis obligé d'enlever le partage.
et attendre votre réponse par chat à cette question. Est-ce que je dois réexpliquer cette question 3, s'il vous plaît? Donc, il y a certains qui me disent que c'est bon, mais certains qui me disent que c'est bon, mais je vais vérifier que vous avez bien compris. Alors, qu'est-ce que je veux faire pour vérifier que vous avez bien compris? Je vais retourner au partage, s'il vous plaît, parce que je sais que certains d'entre vous n'ont peut-être pas compris et ne se manifestent pas. C'est ça qui m'embête un peu. Donc, je veux être sûr que vous avez compris. Les calculs ne sont pas très compliqués, mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi on fait ces choses, pourquoi on fait ces calculs, pourquoi on fait ce calcul de quel est le revenu hypothétique qu'il aurait fallu avoir pour ce consommateur pour avoir la même satisfaction qu'à l'étape 1, à la question 1, lorsque le prix est celui de l'étape 2, c'est-à-dire lorsque le prix a doublé. Est-ce que, bon, c'est dommage, je n'ai pas le son, je ne vous entends pas, mais je ne suis pas très sûr que, je veux être sûr que vous avez compris à quoi ça sert. Ce calcul sert, si vous voulez, à calculer les effets de substitution et les effets de revenu. Comment on les calcule? On les calcule en disant que le revenu hypothétique qui aurait donné la même satisfaction qu'après l'augmentation de prix, la même satisfaction qu'avant l'augmentation des prix, eh bien, c'est ceci qui constitue l'effet de revenu, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on dissocie dans une variation de l'équilibre du consommateur, on sépare les deux phénomènes d'effet de substitution et d'effet de revenu pour savoir que lorsque le prix augmente, celui de Y dans ce cas, lorsque le prix augmente, il y a d'un côté un passage de la quantité du bien dont le prix a augmenté qui va être remplacé par une consommation du bien dont le prix n'a pas augmenté, et ensuite une diminution de la consommation des deux biens parce que le consommateur s'est appauvri lorsque le prix du bien, n'importe lequel d'ailleurs, mais ici c'est le bien 2, le bien Y, lorsque le prix du bien Y a augmenté, donc il y a un effet d'appauvrissement. Donc l'effet total sur la consommation d'un bien, ici le bien 2, découle de l'addition de ces deux effets. L'effet de substitution, c'est-à-dire on consomme moins du bien dont le prix a augmenté et plus de bien dont le prix n'a pas augmenté, et aussi l'effet de la baisse de la quantité consommée du bien 2 du fait que le revenu a baissé. Et c'est pour cela que le revenu hypothétique qu'il aurait fallu avoir pour avoir une utilité la même que dans la question 1, il est ici supérieur, puisqu'il est égal, regardez, il est égal à ceci. Je vais prendre mon stylet. Il est égal à ceci. Ça, c'est supérieur à 10, puisque 2 à la puissance 1 tiers, c'est supérieur à 1, donc c'est supérieur au revenu d'origine. Donc, il aurait fallu avoir un revenu plus élevé.
pour qu'ils puissent garder la même satisfaction qu'avant l'augmentation du prix du bien 2. Et donc, c'est ça l'interprétation que vous demande ici, d'interpréter les résultats. Je crois que je l'ai dit la semaine dernière, mais je vais me répéter rapidement. Lorsque le prix du bien 2 augmente, eh bien, pour garder la même satisfaction qu'avant l'augmentation du prix, le revenu doit augmenter pour éviter une perte de pouvoir d'achat à cause de cet appauvrissement. Dans ce cas, si on adopte cette augmentation de revenus hypothétique, dans ce cas, on aura isolé l'effet de substitution. C'est-à-dire le bien 2 devient relativement plus cher que le bien 1. Il va être consommé en moins grande quantité que le bien 1. Et cette diminution de la quantité consommée du bien 2 s'appelle l'effet de substitution qui est dû à l'augmentation de son prix. Eh bien, ça, c'est l'effet de substitution. Ensuite, on prend en compte la perte de revenus réels, donc du pouvoir d'achat. Et cette perte de revenus, son effet sur la consommation du bien Y, c'est ça qui s'appelle l'effet de revenu. Donc, le consommateur est relativement moins riche, donc c'est appauvri, il baisse sa consommation à la fois de B1 et de B2. Et la baisse de la consommation de B2 s'appelle l'effet revenu de l'augmentation du prix de B2. Voilà. Alors, dites-moi si vous permettez que je passe à l'exercice suivant. Je ne sais plus lequel parce que je n'ai pas le même document que vous. Je ne sais plus. Alors, le document suivant, l'exercice suivant. Alors, où est-ce qu'il est, l'exercice suivant? Alors, dites-moi si vous avez l'exercice suivant qui est le même, si on partage, si on a le même exercice suivant, pour moi il s'appelle 8. Est-ce que vous avez cet exercice à faire pour vous? Je vais vérifier. Vous me répondez si vous avez ce document devant vous qui s'affiche sur le partage d'écran. Est-ce qu'il vous est demandé cette année ou pas? Non, on change de dossier. Justine, tu as dit que non. Tu peux répéter, s'il te plaît, pour être sûr que vous n'avez pas cet exercice à faire cette année. Tu peux répéter ta réponse par chat, s'il te plaît, Justine. Ah, donc vous ne l'avez pas. OK, je vais regarder l'exercice suivant. Si vous êtes sûr que vous ne l'avez pas cette année, je répète parce que je n'ai pas le même document que vous. Je vais passer à l'exercice suivant. Vous me dites si vous l'avez aussi. Alors, est-ce que celui-là, vous l'avez, s'il vous plaît, effet de revenu de substitution? On considère un agent dont la fonction est U égale minimum de x, y, tracer les courbes d'indifférence, etc. Est-ce que celui-là, on a à le faire cette année ou non? Ah, d'accord. Il y a Dal qui me dit que ce TD est terminé et qu'on doit passer au TD suivant. Donc, c'est dommage, je n'ai pas le même document que vous. Alors, je vais passer au TD suivant et je vais être sûr qu'on a effectivement le même. Donc, vous avez ici l'exercice premier
qui parle des productivités des facteurs. Un étudiant doit passer 3 examens, micro, stat et compta, et il dispose de 6 jours pour réviser. Et le tableau suivant indique la note qu'il est certain d'obtenir en fonction du temps passé sur chaque matière. Donc, vous avez le nombre de jours de révision et la note qui serait ici notée PM, si vous voulez, comme productivité marginale du temps passé pour réviser une matière. Vous avez ici 1, 2, 5, 6, 5, moins 1. C'est-à-dire que signifient ces chiffres? Ça signifie que plus il passe de temps à réviser la micro, plus sa note augmente proportionnellement, mais à partir du 4e jour de révision de la micro, sa productivité diminue, c'est-à-dire il ne tire pas vraiment beaucoup, du moins le rendement du 5e jour est inférieur au rendement du 4e jour. Le 6e jour, s'il révise encore, il va plutôt diminuer sa rentabilité carrément, c'est-à-dire sa rentabilité deviendra ou sa productivité deviendra négative. Ça veut dire qu'il n'a pas du tout intérêt à réviser plus que 5 jours la microéconomie. Vous avez le même raisonnement pour les statistiques. Les statistiques, au contraire, la rentabilité ou la productivité d'un jour de révision est la même tout le temps. C'est-à-dire la productivité de son travail est constante. Elle est positive, donc il a intérêt à réviser le plus possible les statistiques. De 0, 3, 6, 12, 15, 18, chaque fois qu'il révise des stats, et il en tire toujours un plus. Vous m'entendez, La comptabilité, eh bien, les 5 premiers jours, la rentabilité de son travail est très bonne, elle est égale à 5. Et à partir du 9e jour, elle commence à baisser. Au 12e jour, elle baisse encore. Le 14e jour, elle baisse encore. Quand il passe 15 jours de révision, il commence à avoir un rendement très, très faible. Et puis ensuite, il diminue totalement. Alors, je vais essayer de regarder Théo. Apparemment, il a une question à poser. Théo, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire ce que tu as envie de dire par chat parce que je n'ai pas du tout le son, je ne peux pas vous entendre. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Théo. Merci beaucoup. Alors, lequel que vous avez finalement? Est-ce que c'est cet exercice-là que vous avez, s'il vous plaît? Ah, merci beaucoup, Justine. Merci. Merci. Merci beaucoup, les enfants. Sinon, j'allais partir en vrille. Très bien. Très bien. Je retourne donc à mes documents. Voilà ce que dit cet exercice.
le bien A est produit à l'aide de deux facteurs de production, travail et capital. L'entreprise fabrique ce bien, n'a pas la possibilité de changer son capital. La production du bien A varie en fonction du nombre d'heures de travail et la production réalisée en fonction de L est donnée par le tableau suivant. Voilà à quoi est égal ce tableau. Vous avez donc les quantités de travail et les quantités produites, et vous avez la productivité moyenne et la productivité marginale que j'ai calculée, n'est-ce pas, pour vous. Calculer les valeurs de la productivité moyenne et marginale et les représenter graphiquement, les diverses courbes de productivité. Donc, voilà comment on calcule la productivité moyenne, n'est-ce pas? 64 divisé par 1, ça fait 64. 224 divisé par 2, donc voilà, je vais reprendre mon stylo. Voilà, 64 divisé par 1, c'est 64. Ça, c'est égal à 224 divisé par 2. « 144, c'est égal à 432 divisé par 3, etc. Ça, c'est pour la productivité moyenne. Alors, rappelez-vous, s'il vous plaît, j'insiste beaucoup sur l'interprétation en bon français. C'est quoi la productivité moyenne? Je sais très bien que vous savez le faire mathématiquement en divisant la quantité par la quantité Q par la quantité L. Mais je voudrais que vous reteniez en bon français la productivité moyenne, c'est la quantité produite par unité de travail. Si l'unité de travail ici, c'est, je ne sais pas quel est le travail ici, c'est mesuré en quoi? Je vais remonter dans l'énoncé pour voir c'est mesuré en quoi. Voilà. La production varie en fonction du nombre d'heures de travail. Voilà, c'est un nombre d'heures. Donc, je vais redescendre pour continuer à expliquer cette idée que et je voudrais que vous reteniez un peu cette idée simple que ça ne me suffit pas que vous sachiez faire le calcul. Il faut que vous soyez capable de mettre ce calcul dans une phrase en français pour dire que, par exemple, 144, c'est que à ce niveau-là, on a 144 unités par heure produites, 144 par heure de travail. 144 unités produites par heure de travail. Et cette productivité moyenne, elle est en train d'augmenter dans toute cette tranche-là, mais à partir de la 6e heure, la productivité du travail commence à baisser. Ici, elle commence à baisser. Ici, elle commence à baisser aussi. Et ici, elle commence à baisser. D'accord? Donc, la productivité moyenne diminue à partir de ce niveau-là. OK. La productivité marginale, bien sûr, c'est au niveau 1, c'est 64. Au niveau 2, on regarde la différence entre 224 et 64. Ça fait 160. Donc, 224 moins 64, c'est égal à 160. On le met ici. Et ensuite, 432 moins 224, ça nous fait 208. C'est ce qu'on met ici, etc. Donc, la productivité marginale, au départ,
elle est en train d'augmenter jusque là. Et après, elle commence à descendre. Là, elle décroît. Là, elle décroît jusqu'à ce qu'elle s'annule. Là, elle s'annule. Et après, elle continue à baisser. Elle devient carrément négative. D'accord? Donc, voilà, si vous voulez, ces deux. Voilà donc ce tableau qui vous est demandé dans cette première question. Dites-moi, s'il vous plaît, par chat, si il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le tableau que je viens de vous montrer. Je vais enlever le partage d'écran pour voir votre réponse. Envoyez-moi une réponse, s'il vous plaît, pour me dire si ce tableau que je viens de donner, est-ce qu'il demande un peu plus d'explications? OK, d'après deux personnes d'entre vous, plutôt Justine toute seule qui a répondu 2 fois en disant que c'est bon pour elle. Donc, j'imagine que c'est pas quelque chose de compliqué, mais simplement, vous devez retenir, s'il vous plaît, une chose, qu'on est passé dans un nouveau TD, si vous voulez. Et dans ce nouveau TD, c'est sur les fonctions de production. Sur les fonctions de production, tenez-vous bien, je suis en train de préciser, de vous inciter à aller voir les annales des autres années. Vous allez voir que tous les exercices sur les fonctions de production commencent par, la plupart du temps, par cette question simple de calcul d'une colonne de production marginale et d'une colonne de production moyenne, qu'on appelle productivité marginale et moyenne. C'est simple à calculer, mais c'est bon pour ramasser un point ou deux parce que la suite des exercices, on a toujours besoin de ce calcul préliminaire. Donc, ne négligez pas cette question. Donc, je vais revenir maintenant à partage d'écran pour la suite de l'exercice. Voilà. Ah, c'est tout? On passe à l'exercice suivant? Non, mais avant de passer à l'exercice suivant, les deux courbes, on vous demande peut-être un commentaire. Représentez graphiquement les diverses courbes de productivité et les deux courbes, voilà, les diverses courbes de productivité. Bon, la représentation graphique, elle est simple. C'est tout simplement pour dire que la représentation graphique, bon, vous devez respecter l'allure des courbes, c'est-à-dire la courbe, par exemple, de productivité moyenne, elle doit être telle que, comme ceci, elle doit passer, donc, si on écrit ici L, et ici, on écrit la quantité produite Q. Donc, elle va de 64, par exemple, et elle monte comme ceci jusqu'à 60, 160, et après, elle commence à baisser comme ceci. Supposons que là, c'est 98, et là, c'est 64. Et donc, ça, c'est 1, par exemple. Et ça, c'est 8 heures. Et là, on mettra 160, donc c'est 4 et 5. Voilà le schéma que vous allez avoir.
dans la représentation graphique, qui n'a pas, à mon avis, beaucoup trop d'intérêt, hein. Je vais changer de couleur pour dessiner la productivité marginale. Alors, la productivité marginale, elle part aussi du même point, 64, 64 ici, et on va monter jusqu'à 160, 208, on va dire ici, en 3 et 4, on va dire en 3 ici. Elle va monter jusqu'à 160. Supposons que ça, c'est 160. Elle va en 3 et en 4, elle est égale à 160. Et après, elle redescend à 160. 208, pardon. Ici, on va mettre 208. Et là, on mettra 160, par exemple. Donc, là, elle descend carrément à 160, ici. Et ensuite, elle descend encore jusqu'à 0. Donc, en 7, elle est égale à 0. On va mettre 7 ici. Donc, elle fait ça. Et ensuite, elle descend à moins 80. On va mettre ici moins 80. Et là, c'est la valeur de 7. Donc, on aura une courbe comme ça de production marginale. Bon, à mon avis, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, l'exercice. Je vais passer à l'exercice suivant. Alors, vous allez me dire si on a le même exercice suivant, s'il vous plaît, pour ne pas être largué comme tout à l'heure, moi du moins. Alors, dites-moi si cet exercice-là, on a le même. On vous donne ce tableau qui résume la fonction de production d'une entreprise. En fonction de K et de L, qui varie donc de 1 à 3. Donc, quelle est la nature des rendements d'échelle et des rendements factoriels? Alors, vous allez me répondre, s'il vous plaît, tout d'abord, est-ce qu'on a le même exercice ou pas? Parce que, OK, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous trois, Laura, Théo et Justine, de m'avoir éclairé que on va faire cet exercice-là parce qu'il est dans votre programme. En fait, tous les ans, ils enlèvent quelques exercices. Alors, quelle est la nature des rendements d'échelle? Alors, tout d'abord, je veux être sûr qu'on comprend ce que ça veut dire rendement d'échelle, s'il vous plaît. C'est sûr que vous avez fait cette notion en cours, n'est-ce pas? Et je veux m'assurer que vous
maîtriser cette notion. Alors, tout d'abord, c'est quoi les rendements factoriels? Alors, vous notez, s'il vous plaît, peut-être pas écrire, parce que c'est certainement écrit quelque part dans votre cours, mais je vais juste dissiper une question de confusion de noms, de termes. Ce qu'on appelle les rendements factoriels, c'est les productivités des facteurs. C'est ça ce qu'on appelle les rendements factoriels. Les rendements factoriels, c'est les productivités marginales finalement. Par exemple, quand on est ici, regardez si vous voulez Alors, je précise encore les définitions. Les rendements factoriels, c'est les rendements marginaux ou les productivités marginales des facteurs. C'est ça ce qu'on appelle les rendements factoriels. Mais ensuite, vous avez les rendements d'échelle. Les rendements d'échelle, ce n'est pas les rendements factoriels. Les rendements factoriels, c'est lorsqu'on augmente un facteur et on garde constant l'autre facteur. Alors que les rendements d'échelle, ce sont les rendements qui viennent de l'augmentation des deux facteurs simultanément dans la même proportion. Alors, je vais prendre la suite de la question et on va comprendre mieux cette idée. Si vous prenez, par exemple, la première ligne, alors mettez-vous avec moi, s'il vous plaît, sur la première ligne, ici. Si on avance à droite dans la première ligne, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'augmenter pour le capital égal à 1, on est en train d'augmenter de plus en plus le travail. C'est-à-dire le travail est égal une fois à 1, une fois à 2 et une fois à 3. Quelle est la variation de la production? Eh bien, lorsqu'on a un capital et un travail, la production est égale à 50. Et lorsqu'on a toujours un capital égal à 1 qui ne varie pas, mais qu'on augmente L qui passe de 1 à 2, la production augmente aussi. Ça veut dire, dans ce cas-là, que la productivité marginale du travail est positive. Elle est égale à 20. On a augmenté de 20 la production. Donc, la productivité marginale du travail, elle est positive. Et ensuite, si j'augmente encore le travail, on passe à 3, eh bien, la quantité produite augmente encore plus, c'est-à-dire que la productivité marginale qui ici était égale à la différence égale à 20, ici, elle est égale à combien? À 50. Non, plus. 150. 150 plus 70, ça donne 210. Ça veut dire qu'ici, la productivité marginale est égale à 150. Et ici, la productivité marginale est égale à 20. Ça veut dire que la productivité marginale, quand on passe de 2 à 3, elle est croissante. Elle passe de 20 à 150. C'est pour cela que j'écris ici productivité marginale. M minuscule veut dire marginale. Je mets une flèche qui dit qu'elle est croissante. Avant de passer à la ligne suivante, je veux vérifier, s'il vous plaît, qu'on a bien compris cette explication que je viens de donner. Dites-moi oui ou non, s'il vous plaît. Alors, Justine dit que oui. Eh ben, j'imagine, bon, comme Justine est un peu intelligente, il se peut
au lieu de 150, c'est 140, je crois. Alors, je vais vérifier. Tu as peut-être raison, je vais vérifier mon calcul. Peut-être que je m'étais trompé. Alors, 140. Oui, c'est 140. Oui, tu as tout à fait raison. C'est 140 plus 70. Ça fait 210. Je te remercie de cette remarque et donc je suppose que vous avez tous compris cette ligne d'explication à la première ligne du tableau. Je passe à la deuxième ligne du tableau et je regarde. Là aussi, je trouve que si le capital reste égal à 2 sur cette ligne entièrement, je vois que la production augmente ici de 30. De là à là, elle augmente de 30. Donc, la productivité marginale est égale à 30. Et ensuite, elle augmente de 20. N'est-ce pas? Donc, la productivité marginale, elle passe de 30 à 20. Donc, elle est décroissante. Il faut enlever ça. Je vais les corriger tout de suite d'ailleurs. Vous avez compris? Donc, la productivité marginale, elle est toujours positive, mais décroît. Ça veut dire que dans tous les cas, elle est positive. Donc, on peut dire que dans tous les cas, elle est positive, mais croissante dans le premier cas, décroissante dans la deuxième ligne. Si je regarde ici la troisième, je vois que la productivité de là à là, elle passe elle est de 40 et ensuite elle devient 30. Là aussi, elle est décroissante, la productivité. Donc, les deux cas ici, la productivité est marginale, bien sûr, et décroissante. Alors, faites attention, le langage utilisé dans cet exercice, on dit que le rendement factoriel du capital, notez-le comme ça, s'il vous plaît, les rendements factoriels du capital sont décroissants. Décroissants. Alors, décroissants, ça ne veut pas dire qu'ils sont négatifs, mais ils sont décroissants. Ils sont positifs, mais deviennent de plus en plus faibles. Alors que le rendement factoriel du capital à ce niveau-là, c'est plutôt croissant. Il passe de 30 à 100, 140. Donc, le rendement factoriel du capital, il est croissant quand K égale 1. Non, excusez-moi, c'est le rendement factoriel du travail. Hein. Excusez-moi, j'ai fait une faute là, des enfants. C'est rendement factoriel du travail. Je suis désolé, je vous ai induit en erreur. C'est rendement factoriel du travail. Parce qu'on considère le capital constant et c'est le travail qui augmente progressivement. Donc, le rendement factoriel du travail ou la productivité marginale du travail, elle est croissante quand le capital est égal à 1 et elle est décroissante quand le capital est égal à 2 ou égal à 3. Voilà, je vais passer maintenant à autre chose. Donc, vous voyez que le rendement factoriel du travail, il est croissant, puis décroissant. C'est ce que j'écris ici. Voilà.
Voilà, donc on a le rendement factoriel du travail qui est croissant à la première ligne et puis devient décroissant dans les deux dernières lignes. Et ensuite, on va regarder le rendement factoriel du capital. Alors, le rendement factoriel du capital, on considère donc que le travail est constant dans cette première colonne, par exemple, et on voit que la productivité marginale du capital, ici, elle passe de 50 à 70, donc la productivité marginale du capital est égale à 20, de là à là, et puis de là à là est égale à 10, donc elle est décroissante. Toujours la productivité marginale, elle est, ou le rendement factoriel est positif, mais il passe de 20 ici, d'ici à là, à 10 quand il passe de ci à là. Donc, le rendement factoriel du capital, ici, à ce niveau-là, est décroissant. On vérifie à ce niveau-là, quand le travail est égal à 2, eh bien, le rendement factoriel du capital, il passe de 70 à 100, qui est 30, à 100 à 120, qui est 20. Donc, là aussi, il décroît. Donc, dans cette colonne-là, le rendement factoriel du capital est décroissant, passe de 30 à 20. Et on vérifie à la troisième colonne que le rendement factoriel du capital, il passe de 210 à 120, donc c'est une diminution, et puis de 120 à 150, c'est une augmentation. Donc, il est en train d'augmenter. Donc, voilà, si vous voulez, la réponse à ces deux questions, celle-là et celle-là. Rendement factoriel du travail croît puis décroît. Et puis ici, le rendement factoriel du capital, il décroît et puis il croît. Donc ici, les rendements factoriels du capital sont décroissants. Donc, je vais enlever cette observation-là. Voilà. Donc, le rendement d'échelle maintenant. Alors, comment on vérifie les rendements d'échelle? Le rendement d'échelle, c'est lorsqu'on augmente les facteurs de la même proportion tous les deux. Donc, on augmente à la fois K et L. Donc, quand on augmente K et L à la fois dans la même proportion, c'est comme ça qu'on étudie les rendements d'échelle, eh bien, il faut se balader sur la diagonale, c'est-à-dire se balader sur cette diagonale-là. Voilà la diagonale. Donc, on augmente en même temps K et L. Voilà, lorsqu'on augmente, on multiplie le capital et le travail tous les deux par 2, on passe de 1 à 2 pour L et de 1 à 2 pour K, eh bien, on voit que la production est multipliée par 2. Donc, de là à là, on a des rendements d'échelle constants. Et lorsque on multiplie, on passe de 2 à 3, ça veut dire qu'on multiplie, on augmente de moitié le travail et on augmente aussi de moitié le travail, eh bien, on voit que la production a augmenté de moitié aussi. Donc, quand on passe de 1, 2, 3, eh bien, on passe de manière proportionnelle de 50, 100 à 150 pour la production. Donc, c'est pour cela que l'on dit que les rendements d'échelle sont constants.
Est-ce que vous avez compris cette explication? Je vais retourner pour voir vos chats, me répondre si je dois réexpliquer cette idée. Ah, je pense que c'est l'heure est arrivée, c'est ça, je n'ai pas bien compris. Donc, on se verra la semaine prochaine. Retenez là où on s'était arrêté aujourd'hui, s'il vous plaît. OK, à bientôt. Merci de votre présence.